Pourrait-on enfin résoudre le plus grand mystère de l'aviation au monde, la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines? Les signes semblent plus prometteurs que jamais. Honnêtement, cela me donne des frissons, car cela pourrait vraiment être la percée. Saviez-vous que la perte déconcertante du vol malaisien 370 est l'un des événements les plus tragiques et déroutants de l'histoire de l'aviation? Il semble vraiment déchirer le tissu de la réalité qu'un avion entier ait tout simplement disparu. Pendant des années, des experts et des responsables ont inlassablement cherché l'avion disparu, consacrant d'innombrables heures et ressources. Maintenant, une équipe de chercheurs a fait une découverte surprenante et significative, révélant la destination finale de ce vol infâme. Restez avec nous alors que nous plongeons dans les détails fascinants de cette nouvelle découverte et aidons à démêler le mystère qui a choqué le monde entier. Numéro 1. Le vol malaisien 370. Le mystère a commencé dans les premières heures d'un matin de mars en 2014. Il était 0045 le 8 mars pour être précis. Le vol MH370 de Malaysia Airlines se préparait à décoller. Il a quitté l'aéroport international de Kuala Lumpur à destination de l'aéroport international de Pékin, en Chine. Le voyage ne devait pas prendre longtemps, juste un peu plus de 6 heures. L'avion assigné à ce vol était un Boeing 777-200ER. Cet appareil spécifique n'était pas nouveau. Il volait depuis 12 ans et était immatriculé 9MMRO. Aux commandes se trouvait le capitaine Zahari Ahmad Shah, un pilote vétéran de 53 ans avec une vaste expérience. Le capitaine Zahari avait volé pendant 18 ans et avait accumulé 365 heures de vol. Il connaissait bien cette route et avait une profonde passion pour le vol, qu'il partageait souvent sur les réseaux sociaux. À ses côtés se trouvait le premier officier Farik Abdul Hamid, avec 2763 heures de vol à son actif. Ce vol était censé être un vol d'entraînement pour lui, mais tragiquement, ce serait son dernier. À bord se trouvaient également 10 agents de bord dévoués, dont le rôle était d'assurer le confort et la sécurité des 227 passagers, y compris 5 enfants. La plupart des passagers étaient un Chinois, mais le vol transportait également un groupe diversifié provenant de différentes nations. Parmi eux se trouvaient 38 Malaisiens, ainsi que des voyageurs d'Indonésie, d'Australie, d'Inde, de France, des États-Unis, d'Iran, d'Ukraine, du Canada, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Russie et de Taïwan. Alors que l'avion décollait de la piste 32R, il s'élevait dans le ciel sombre, se dirigeant vers le nord-est à travers la mer de Chine méridionale. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière de 35 000 pieds, l'équipage a confirmé leur altitude avec le contrôle aérien de Kuala Lumpur. Peu après, alors que l'avion approchait de l'espace aérien vietnamien, le contrôle aérien malaisien a envoyé le message de routine de bonne nuit, indiquant qu'il transférait le contrôle au contrôleur aérien de Ho Chi Minh. Le capitaine Zahari a répondu « Bonne nuit, Malaisiane 370 ». Une réponse typique pour la transition entre les espaces aériens. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que l'avion entrait dans l'espace aérien vietnamien, il a disparu des radars. Le fait que le signal ait disparu était l'élément inhabituel. Le fait que le transpondeur, qui répondait à chaque fois qu'il était frappé par le faisceau radar du contrôle aérien, soit devenu silencieux. Son transpondeur, qui transmet des détails essentiels sur le vol, comme l'identité de l'avion, son altitude, sa vitesse et sa direction, a cessé de fonctionner. Cette perte soudaine de communication a rendu l'avion invisible au système radar, laissant le personnel au sol sans connaissance de sa localisation ou de son statut. Ce qui rendait cette situation encore plus bizarre, c'était l'absence d'appels de détresse ou d'avertissements liés à la météo de la part des radars militaires et civils. Mais étrangement, l'avion ne suivait plus son itinéraire prévu. Il a d'abord fait demi-tour, puis a volé au sud-ouest au-dessus de la péninsule malaise et a ensuite changé de direction à nouveau, se dirigeant vers le nord-ouest au-dessus du détroit de Malacca. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. Était-ce une défaillance mécanique, une action délibérée ou quelque chose d'autre? Pendant cette période chaotique, un pilote d'un autre vol a essayé de contacter le vol 370. Il a utilisé la fréquence internationale de détresse aérienne pour transmettre un message du contrôle aérien vietnamien demandant au vol 370 de répondre. L'autre pilote a établi un contact bref, mais l'échange était inaudible. Tout ce qu'il pouvait entendre, ce n'était que des sons brouillés et des interférences, ajoutant une couche de mystère à une situation déjà préoccupante. Alors que le monde dormait,
Un mystère sans précédent se déroulait dans le ciel. Un avion avait tout simplement disparu. Numéro 2. La disparition. Dans les premières heures d'un matin paisible, quelque chose de choquant s'est produit à 2h22. L'armée malaisienne, scrutant constamment le ciel avec des radars, a soudainement perdu la trace d'un avion. Cela s'est produit au-dessus des vastes et sombres eaux de la mer d'Andaman. La perte de contact radar était un signe sérieux, suggérant que quelque chose avait mal tourné. Puis à 2h40, la situation est devenue encore plus alarmante. Le contrôle aérien a contacté Malaysia Airlines avec une nouvelle incroyable. Le vol 370 avait disparu de leurs écrans radars, et ils ne pouvaient plus le localiser. Malaysia Airlines était profondément préoccupé. Ils ont immédiatement commencé à contacter les centres de contrôle aérien et les avions voisins pour recueillir des informations. Leur priorité était de découvrir où était passé le vol 370. À 5h30, alors que le soleil commençait à se lever, la recherche s'est intensifiée. Les efforts se concentraient sur deux zones, la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande, les derniers endroits où l'avion avait communiqué avec le contrôle aérien. L'urgence de localiser l'avion était palpable, et toutes les ressources disponibles étaient utilisées dans la recherche. Dans les jours suivant la disparition, les médias étaient en émoi avec des rapports. De nombreuses personnes affirmaient avoir vu l'avion. Le 19 mars 2014, un mélange de témoins, y compris des pêcheurs, des travailleurs de plateformes pétrolières et des résidents de l'atoll de Kudahuvadhoo aux Maldives, ont signalé avoir aperçu un avion ressemblant au vol 370. Certains de ces témoignages étaient incroyablement détaillés. Près de la côte de Kota Bharu, un pêcheur a signalé avoir vu un avion volant à une altitude anormalement basse, une vue troublante. Au loin, à 2999 km au sud-est de Wang Tao, un travailleur de plateforme pétrolière a eu une expérience effrayante. Il a décrit avoir vu quelque chose brûler dans le ciel ce même matin. Les autorités vietnamiennes ont pris ce rapport au sérieux et ont lancé une mission de recherche et de sauvetage basée sur celui-ci. Pendant ce temps, des pêcheurs indonésiens avaient un récit terrifiant à raconter. Ils affirmèrent avoir vu un avion s'écraser près du détroit de Malacca, approfondissant le mystère. 3 mois plus tard, une femme britannique naviguant dans l'océan Indien avait une histoire tout aussi troublante. Elle a rapporté avoir vu un avion englouti dans les flammes, ce qui était à la fois terrifiant et déroutant. Tous ces récits variés ont rendu le mystère du vol 370 encore plus complexe. Chaque récit était unique, mais tous laissaient entendre qu'un événement inhabituel et tragique s'était produit. Il y avait beaucoup plus de questions que de réponses concernant le sort de l'avion et de ses passagers. La recherche se poursuivait, alimentée par l'espoir et le besoin urgent de découvrir ce qui s'était passé dans ce chapitre douloureux de l'histoire de l'aviation. Au départ, la chasse à l'avion s'est concentrée sur la mer de Chine méridionale. Cette approche était logique puisque l'on s'attendait à ce que le vol se trouve dans cette zone. Cependant, tout le monde a été pris au dépourvu par une nouvelle révélation. Le vol 370 avait dévié de son itinéraire prévu et se dirigeait vers l'ouest. Ce développement a tout changé. Cela indiquait que l'avion n'était pas là où les autorités pensaient qu'il se trouvait. Par conséquent, la recherche s'est étendue pour inclure le détroit de Malacca et la mer d'Andaman. Ce n'était que le début d'un puzzle qui devenait de plus en plus déroutant à chaque jour qui passait. Plus tard, des données cruciales ont émergé des signaux que l'avion avait transmis à un satellite. Ces signaux agissaient comme des messages cachés indiquant que l'appareil continuait de voler longtemps après avoir disparu des radars. Cette révélation était surprenante. L'avion avait été en vol pendant environ 6 heures et personne n'avait la moindre idée de son emplacement. Le 15 mars est devenu une date pivot dans cette saga en cours. Une semaine après la mystérieuse disparition de l'avion, une entreprise appelée Inmarsat a fourni des informations vitales. Bien qu'elle n'ait pas précisé l'emplacement exact de l'avion, elle a offert des indices précieux. Elle a proposé que l'avion pourrait se trouver dans l'une de deux régions. Une possibilité était qu'il ait volé vers le sud, pouvant se retrouver dans l'océan Indien, au sud-ouest de l'Australie. L'alternative était qu'il ait dévié vers le nord, couvrant une zone allant du Vietnam au Turkménistan. Avec l'avion introuvable, la recherche a pris un tournant désespéré, soulevant encore plus de questions. Numéro 3. Recherche en vain. Lorsqu'il est devenu évident que l'avion n'était pas là où ils avaient initialement concentré leurs recherches, les autorités ont décidé de modifier radicalement leur stratégie.
Elles ont abandonné les efforts dans la mer de Chine méridionale, le golfe de Thaïlande et le détroit de Malacca. En déplaçant leur attention, elles ont commencé à envisager deux nouveaux chemins potentiels que l'avion aurait pu emprunter. Cependant, il y avait un problème majeur avec ces nouvelles routes. La route nord, qui aurait nécessité que l'avion survole des pays comme la Thaïlande et le Kazakhstan, semblait peu plausible. Si l'avion avait pris ce chemin, il aurait dû traverser un espace aérien fortement surveillé par des radars militaires. Les nations de cette région étaient bien confiantes que leur système radar aurait donc détecté un aéronef inconnu survolant leur espace aérien. En raison de cette certitude, elles ont rapidement écarté la route nord comme une option viable. Avec la route nord désormais éliminée, la zone de recherche s'est considérablement élargie. Elle a encore été divisée en deux zones principales. La première zone était l'arc sud, qui s'étendait dans les eaux profondes et éloignées de l'océan Indien, loin au sud-ouest de l'Australie. La deuxième zone était encore plus grande, englobant des régions d'Asie du Sud-Est, des parties de la Chine occidentale et du sous-continent indien. L'élargissement de la zone de recherche a ajouté à la complexité et à l'incertitude de la situation déjà difficile. Lors d'une journée particulièrement sombre, le 24 mars 2014, le Premier ministre malaisien Najib Razak s'est avancé pour faire une annonce déchirante au monde. Avec une profonde tristesse, il a révélé qu'après une analyse approfondie des derniers signaux de l'avion disparu, une conclusion tragique avait été atteinte. Cette analyse a été réalisée avec l'aide d'experts d'Inmarsat et de la branche britannique des enquêtes sur les accidents aériens. Ils ont déterminé que la dernière localisation de l'avion avant sa disparition était au-dessus de l'océan Indien. Cette découverte a conduit à une sombre réalisation. Il n'y avait pas de lieu d'atterrissage approprié dans cette vaste mer ouverte. La conclusion douloureuse était que l'avion, ainsi que tous ceux qui se trouvaient à bord, devaient avoir sombré dans l'océan. Cet incident a marqué un chapitre profondément triste pour ceux liés au vol 370. Le vol transportait 239 personnes, et il semblait très peu probable que quiconque ait pu survivre à une telle catastrophe. À ce moment-là, c'était l'incident le plus dévastateur impliquant un Boeing 777. Ce triste record a été détenu par le vol, 370 pendant 131 jours, jusqu'à ce qu'un autre événement tragique se produise lorsque le vol 17 de Malaysia Airlines, un autre Boeing 777-200ER, a été abattu le 17 juillet 2014. Ce deuxième désastre a coûté la vie à 298 personnes, dépassant la tragédie précédente. La recherche du vol 370 disparu est devenue la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. C'était une tâche incroyablement difficile, principalement en raison du site d'accident suspecté, se trouvant dans une partie très éloignée de l'océan. Une lueur d'espoir est apparue le 6 avril 2014 lorsqu'un navire australien a détecté ce qui semblait être des signaux de la boîte noire de l'avion. Ces signaux ont été captés à environ 2000 km au nord-ouest de Perth, en Australie occidentale. Ajoutant à cette piste prometteuse, les données d'Inmarsat ont corroboré la localisation de ces signaux. Cependant, des inquiétudes sont apparues. Si ces signaux provenaient effectivement du vol 370, la batterie de la boîte noire pourrait être faible. Un sous-marin robotisé a été déployé pour enquêter sur la zone. C'était un défi redoutable. Les signaux avaient été détectés sur une vaste étendue, et malgré des efforts intensifs du sous-marin, aucune épave n'a été découverte. Plus tard, on a soupçonné que les signaux pourraient avoir été faux, potentiellement causés par un dysfonctionnement de l'équipement acoustique utilisé. La recherche a continué avec détermination jusqu'en juin 2015, mais malheureusement, elle n'a pas donné lieu à des découvertes d'épaves ou de débris du vol 370. Ce n'est que le 29 juillet 2015 qu'un petit morceau d'espoir a émergé. Une section de l'aile droite, appelée flaperon, a été trouvée sur une plage de l'île de la Réunion. Cette île est située à environ 3700 km à l'ouest de l'endroit où les autorités australiennes avaient cherché dans l'océan Indien. Au cours de l'année et demie suivante, des plages dans des pays comme la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île Maurice ont révélé 26 autres morceaux supposés appartenir à l'avion. Parmi ceux-ci, 3 morceaux ont été confirmés comme provenant du vol 370 et 17 étaient très probablement du même avion. 2 de ces morceaux provenaient de l'intérieur, suggérant que l'avion s'était désintégré. Cependant, il restait incertain si cette rupture s'était produite en vol ou lors de l'impact avec l'eau. Une analyse plus approfondie des fragments d'ailes trouvés, l'un sur l'île de la Réunion et l'autre en Tanzanie, a fourni de nouvelles informations sur les derniers
moment de l'avion. Il semblait que l'avion n'avait pas effectué un atterrissage contrôlé, indiquant qu'il n'était pas dirigé pour une descente douce sur l'eau. Certains experts ont théorisé que le vol 370 pourrait avoir plongé dans l'océan dans une chute raide. En janvier 2017, les gouvernements de la Malaisie, de l'Australie et de la Chine ont officiellement cessé leur recherche du vol 370. Cependant, une entreprise américaine, Ocean Infinity, a reçu l'autorisation du gouvernement malaisien de poursuivre l'enquête. Cette recherche prolongée a duré jusqu'en mai 2017, lorsque le ministère malaisien des Transports a annoncé la conclusion de cet effort supplémentaire. En 2018, un rapport de Malaisie a suggéré que le vol 370 pourrait avoir été délibérément détourné plutôt que simplement subir une défaillance. Passons au sujet délicat. Dans une farce choquante et de mauvais goût, le célèbre illusionniste de télévision David Galvani, alias Spectre, a mis en scène une fausse découverte du vol malaisien 370 disparu, suscitant l'indignation mondiale. Le coup monté élaboré impliquait Galvani et son équipe transportant des pièces d'un avion désaffecté vers un vrai iceberg dans l'Arctique, où ils ont méticuleusement mis en scène la scène pour donner l'impression que l'épave avait été gelée pendant des années. Et cela a convaincu les experts pendant un moment. Des rapports ont été diffusés dans le monde entier indiquant que les chercheurs avaient enfin trouvé l'emplacement du vol malaisien 370. Galvani, connu pour ses illusions à grande échelle, a déployé des efforts extrêmes pour rendre la fausse découverte crédible. L'équipe a dispersé des débris d'avions rouillés sur la glace, suspendant des stalactites au fuselage pour créer une scène étrange et convaincante. Ils l'ont filmé comme si cela faisait partie d'un véritable documentaire, la présentant à plusieurs médias comme une percée authentique dans le mystère du vol 370, qui avait disparu en 2014. Les nouvelles se sont répandues rapidement, amenant beaucoup à croire que l'épave avait enfin été trouvée. Cependant, quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Galvani avait orchestré toute l'affaire. La réaction a été rapide, en particulier de la part des familles des passagers disparus, qui ont accusé Galvani d'exploiter leur chagrin pour attirer l'attention. Alors que les critiques condamnaient Anthony le coup monté pour son mauvais goût, la carrière de Galvani a commencé à s'effondrer. Les chaînes ont rapidement retiré ses émissions de télévision et les sponsors ont retiré leur soutien, laissant la réputation de Galvani en lambeaux. Galvani a tenté de défendre le coup monté, affirmant qu'il visait à attirer une nouvelle attention sur le mystère non résolu. Cependant, ces excuses ont peu apaisé la colère publique. L'ensemble de l'affaire a suscité des débats sur les limites éthiques du divertissement et jusqu'où les artistes devraient aller pour créer un choc. Auriez-vous pu être trompé par une illusion aussi élaborée ? Comment pensez-vous que de futures farces comme celle-ci devraient être prévenues ou gérées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet délicat. Numéro 4. Un vol kidnappé ? Au milieu de 2018, spécifiquement en juillet, les autorités malaisiennes ont publié ce qui était considéré comme leur rapport le plus complet concernant la disparition perplexe du vol 370. Ce rapport était significatif car il rejetait presque entièrement la possibilité d'une défaillance mécanique comme cause. Au lieu de cela, il impliquait fortement que quelqu'un avait peut-être intentionnellement modifié la trajectoire du vol en prenant le contrôle manuel de l'avion. Malgré ces fortes indications, l'équipe d'experts travaillant assidûment sur le cas avait du mal à déterminer les raisons exactes de la disparition du vol 370 sans laisser d'indices. Après la disparition de l'avion, beaucoup ont commencé à spéculer sur divers scénarios, y compris la possibilité alarmante du détournement. Cette préoccupation n'était pas infondée, car il y avait des raisons légitimes de la considérer. Une découverte troublante a émergé. 2 passagers ont embarqué sur le vol 370 avec des passeports volés. Cette révélation a suscité de sérieuses inquiétudes. Les passeports en question, l'un d'Autriche et l'autre d'Italie, avaient été signalés comme volés en Thaïlande au cours des 2 dernières années. Interpol, l'organisation internationale de police, a confirmé que ces passeports figuraient dans leur base de données de documents perdus et volés. Une préoccupation majeure était qu'aucune vérification de ces passeports n'avait été effectuée par rapport à la base de données lorsqu'ils avaient été signalés comme manquants. La situation a attiré encore plus l'attention lorsque Ahmad Zahid Hamidi, responsable de la sécurité intérieure de la Malaisie, a publiquement critiqué les fonctionnaires de l'immigration de son pays.
Il a exprimé sa frustration face à leur incapacité à empêcher 2 passagers voyageant avec des passeports européens volés d'embarquer dans l'avion. Ces passagers avaient acheté des billets aller simples via China Southern Airlines. Des rapports ont révélé qu'une personne d'Iran appelant de Bangkok avait spécifiquement demandé les tarifs les plus bas vers l'Europe et les avait payés en espèces. Des informations supplémentaires ont rapidement émergé. Les 2 individus étaient de jeunes hommes iraniens, l'un âgé de 19 ans et l'autre de 29 ans. Ils étaient entrés légalement en Malaisie le dernier jour de février, en utilisant leur vrai passeport iranien. Des spéculations ont commencé à circuler selon lesquelles ces hommes auraient non pu chercher à demander l'asile. Le chef d'Interpol a même mentionné qu'il penchait down vers la croyance que ce n'était pas un acte terroriste. Suite à la mystérieuse disparition du vol 370 de Malaysia Airlines, des équipes des États-Unis et de la Malaisie ont lancé une enquête approfondie sur les antécédents de tous les passagers sur la liste. Elles ont minutieusement exploré les histoires de vie de chaque individu. Pendant ce temps, le gouvernement chinois a examiné les ressortissants chinois à bord. Leurs enquêtes ont indiqué une conclusion claire. Il n'y avait aucun signe d'intention violente ou terroriste parmi les passagers. Cependant, une personne a brièvement attiré l'attention. Cette personne était un ingénieur de vol pour une entreprise de charter suisse. Son expertise en aviation a suscité des soupçons quant à son éventuelle implication en tant que détournement, compte tenu de ses connaissances spécialisées. Au milieu de toutes les théories et spéculations, une notion particulièrement sensationnelle a émergé. Certains ont suggéré que des agents russes pourraient avoir pris le contrôle de l'avion, le faisant délibérément s'écraser dans les déserts, isolés du Kazakhstan central. Le motif allégué était de détourner l'attention des actions controversées de la Russie en Crimée à cette époque. Cette théorie évoquait des images d'intrigues internationales et de drames, bien qu'elle manquait de preuves concrètes. Alors que de plus en plus de détails se dévoilaient dans le cas déroutant du vol 370, un aspect particulier a captivé l'intérêt public et suscité de larges discussions. Des rapports indiquaient que les téléphones portables des passagers continuaient de sonner longtemps après la disparition de l'avion. Dans une tentative frénétique de joindre leurs proches, des membres de la famille affligés ont composé à plusieurs reprises les numéros des personnes à bord. Cela a conduit à une spéculation rampant sur diverses plateformes de médias sociaux, alors que les gens se demandaient s'il y avait une légère chance que l'avion n'ait pas sombré au fond de l'océan. Cependant, des experts en télécommunications ont rapidement abordé cette lueur d'espoir. Ils ont expliqué qu'un téléphone qui sonne ne signifie pas nécessairement qu'une connexion est établie. Lorsqu'un appel essaie passer à un téléphone portable, le réseau essaie d'abord de localiser l'appareil pour établir une connexion. S'il échoue à se connecter après plusieurs tentatives, l'appel se termine généralement. Par conséquent, le son entendu par les familles était probablement juste les efforts du réseau pour connecter les appels. Bien que cette clarification technique ait offert un certain réconfort, elle n'a pas apaisé la profonde tristesse et l'incertitude entourant le sort de l'avion disparu et de ses passagers. Le mystère entourant le vol 370 s'est approfondi avec son changement soudain de cap et son silence. S'agissait-il d'un détournement ou de quelque chose de totalement différent ? Numéro 5. Capitaine Zahari. La disparition du vol 370 reste une véritable énigme. Cet avion, transportant de nombreux passagers, a disparu une nuit fatidique. De nombreuses théories ont émergé concernant ce qui a pu se passer, y compris la possibilité que quelqu'un ait pris le contrôle de l'avion. Cependant, tout le monde n'accepte pas cette théorie. Permettez-moi d'expliquer pourquoi certains restent sceptiques. L'avion volait de nuit au-dessus du golfe de Thaïlande lorsqu'il a soudainement fait demi-tour. Il a ensuite survolé la Malaisie, passant par des villes majeures et des petites localités, mais personne n'a entendu quoi que ce soit de l'avion. À une époque où la communication est si constante, ce silence semble étrange. Aucun des passagers, qu'ils voyageant pour le loisir ou pour affaires, n'a envoyé de messages, passé d'appels, posté des mises à jour ou interagi en ligne après que le vol ait changé de cap. Ce silence a approfondi le mystère et soulevé des préoccupations sur ce qui s'est réellement passé pendant le voyage. Dans le monde connecté d'aujourd'hui, il est étrange que personne du vol 370 n'ait communiqué quoi que ce soit. Ce phénomène a suscité un intense débat parmi les experts. Fait intéressant, la plupart des passagers venaient de Malaisie et de Chine, où presque tout le monde possède un téléphone mobile, en particulier ceux qui voyagent à l'étranger. Alors pourquoi n'y avait-il pas de communication de leur part ? Étaient-ils incapables de parler ? Ont-ils choisi de ne pas le faire ?
Ou ont-ils été empêchés de le faire? Peut-être que l'avion volait trop haut pour que leur téléphone fonctionne, ou ils ont peut-être essayé de contacter quelqu'un mais ont échoué. Chacune de ces théories ajoute à l'intrigue. Alors que d'autres enquêtes se poursuivent, l'histoire du vol 370 devient plus complexe et captivante, laissant tout le monde désireux de trouver un indice pour résoudre ce mystère significatif. Le radar militaire a détecté quelque chose d'inhabituel concernant le vol 370. Après avoir tourné, il a grimpé à une altitude beaucoup plus élevée que prévu. Il a atteint 45 000 pieds alors qu'il n'était censé monter qu'à 43 100 pieds. Ensuite, alors qu'il survolait la Malaisie, il est descendu à environ 23 000 pieds avant de remonter à 29 500 pieds. L'avion a maintenu cette altitude pendant un certain temps. Cette fluctuation d'altitude explique probablement pourquoi les téléphones des passagers ne pouvaient pas se connecter. Qu'ils aient allumé leurs appareils pendant le vol ou qu'ils aient pensé déjà été allumés, ils n'ont pas pu atteindre les tours au sol car l'avion était trop haut. Alors que les enquêteurs cherchaient à comprendre pourquoi le vol 370 s'était écarté de son itinéraire prévu, des ajustements ont été apportés aux paramètres de l'avion. Les autorités soupçonnaient qu'il avait peut-être été intentionnellement dirigé au-dessus de l'océan Indien. Le gouvernement malaisien cherchait davantage de clarté, les conduisant à enquêter sur les maisons des pilotes et à examiner les relevés bancaires et de cartes de crédit de tous les 12 membres d'équipage. Ils ont également examiné d'autres détails pertinents comme les résidences des pilotes. Environ un mois après la disparition, le chef de la police de Malaisie a rapporté qu'ils avaient interrogé plus de 170 personnes, y compris les familles des pilotes et de l'équipage. Le capitaine Zahari Ahmad Shah est apparu comme le principal suspect, surtout s'il s'avérait qu'une personne était responsable de la disparition de l'avion. Il y avait des théories inquiétantes concernant le capitaine Zahari. Certains croyaient qu'il avait peut-être eu l'intention de faire s'écraser l'avion, emportant tout le monde à bord avec lui. Ils spéculaient entre l'élite qu'il aurait pu verrouiller le copilote hors du cockpit, couper toute communication, compromettre l'air de la cabine, puis laisser l'avion voler en pilote automatique jusqu'à ce qu'il manque de carburant. Alors que les enquêteurs s'intéressaient à la vie de Zahari, ils découvrirent soudain qu'il était marié et avait 3 enfants adultes, vivant dans un quartier sécurisé avec 2 maisons. Sa résidence principale contenait un simulateur de vol qu'il utilisait fréquemment. Lors de la fouille de sa propriété, les autorités trouvèrent dans ce simulateur et notèrent quelque chose de particulier à son sujet. Le parcours de vol du simulateur correspondait étroitement à celui du vol 370, s'étendant profondément dans l'océan austral et simulant un atterrissage sur une petite île. Bien que ces enregistrements aient été supprimés, des experts ont réussi à les récupérer. Ils ont constaté que la trajectoire sur le simulateur de Zahari était presque identique à l'itinéraire réel emprunté par le vol 370. Cela a conduit certains à croire que Zahari aurait pu avoir un plan prémédité pour le crash de l'avion, peut-être en raison de problèmes personnels. À cette époque, le capitaine Zahari était confronté à des défis de vie importants. Il traversait une séparation d'avec sa femme, un processus difficile pour quiconque. De plus, il était préoccupé par un membre de sa famille, Anwar Ibrahim, qui avait reçu une peine de 5 ans de prison juste avant le vol de Zahari. Bien que cela ait pu ajouter à son tourment émotionnel, la femme de Zahari insistait sur le fait qu'il ne luttait pas avec ses problèmes. Sa famille et ses amis partageaient ce sentiment, affirmant qu'il tenait trop à ses proches et à sa profession pour s'engager dans de telles actions drastiques. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police de Kuala Lumpur collaborait avec des experts du FBI pour examiner minutieusement le simulateur de vol de Zahari. Ils l'ont scruté avec soin et n'ont trouvé aucune preuve que Zahari avait prévu de détourner le vol 370. Cela a déplacé l'attention de l'enquête vers le copilote Farik Abdul Hamid. Puis, une révélation surprenante est apparue. Alors que l'avion volait bas le long de la côte de la Malaisie, Farik a tenté de passer un appel téléphonique depuis son téléphone personnel. L'appel a été rapidement interrompu. Des confirmations ultérieures ont révélé que l'appel s'était connecté brièvement à une tour dans l'état de Penang. On pense que l'appel a été interrompu parce que l'avion se déplaçait rapidement et sortait de la portée de la tour avant de se connecter à une autre. De nouveaux indices émergeaient. Le copilote avait tenté de joindre quelqu'un en plein vol. Quel secret cachait-il? Numéro 6. L'indice secret de Farik. Le mystère entourant cette situation s'est approfondi alors que les détails de l'appel téléphonique de Farik restaient non divulgués. Tout le monde se demandait qui Farik essayait de contacter à un moment si crucial.
Les responsables et les enquêteurs sont restés discrets, gardant à la fois les détails et le destinataire prévu de l'appel sous silence. Avec ce niveau de secret, les rumeurs se sont répandues rapidement. Les gens ont commencé à proposer diverses théories sans aucune preuve solide. Certains ont spéculé que Farik, confronté à des défis personnels, pourrait avoir pris une décision drastique. Il a été suggéré qu'il aurait pu prendre le contrôle de l'avion, désactiver intentionnellement ses systèmes et se verrouiller dans le cockpit. Si cela était vrai, cela aurait créé un scénario désastreux, piégeant l'équipage et les passagers sans accès au cockpit pendant une urgence. De telles théories n'ont fait qu'ajouter à la narration déjà tragique du vol 370. Des murmures circulèrent selon lesquels Farik pourrait avoir des problèmes personnels, peut-être liés à sa vie amoureuse. Des spéculations ont émergé selon lesquelles ces circonstances avaient atteint un point critique, le conduisant à considérer cet incident choquant comme un moyen d'échapper à sa douleur. Bien que cette notion dramatique dresse le portrait d'un homme poussé à ses limites, il est crucial de considérer d'autres aspects de sa vie qui contredisent ce récit. Farik n'était pas un pilote ordinaire. Il était amoureux et sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Il devait épouser le capitaine Nadira Ramli, une pilote de 26 ans d'une autre compagnie aérienne. Ceux qui lui étaient loin proches ont rapporté que cette relation lui apportait une grande joie. Son mariage imminent suggérait un homme impatient de son avenir, pas quelqu'un cherchant une fin. De plus, la passion de Farik pour le vol était évidente. Être pilote n'était pas qu'un emploi pour lui, c'était une source de fierté et de bonheur. Son engagement envers l'aviation était clair pour tous ceux qui l'entouraient. En tenant compte de ces aspects de sa vie, il est difficile de comprendre pourquoi il choisirait une voie aussi tragique et irréversible. Ses projets de mariage et son enthousiasme pour sa carrière indiquent qu'il avait de nombreuses raisons de vivre. Cela soulève des questions sur la probabilité que des problèmes personnels l'aient poussé à prendre le contrôle du vol avec un objectif catastrophique. Le contraste entre l'idée du désespoir et la réalité d'un homme excité par son mariage et dévoué à son travail complique encore plus le mystère. Cela nous incite à éviter des conclusions simplistes et à considérer les nombreuses dimensions de sa vie. Cette approche globale de l'enquête reconnaît la complexité et la profondeur des émotions et des actions humaines. Dans des situations comme celle-ci, la vérité réside souvent non dans des réponses simples, mais dans les aspects complexes et variés de nos vies. Quelle est votre théorie sur ce mystère aéronautique incroyable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.